Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Donc aujourd'hui, on a reçu Dr Durand-Emery, qui est spécialiste en médecine du travail. Si comme nous, vous n'avez aucune idée c'est quoi que ça fait un médecin spécialisé en médecine du travail, c'est vraiment un épisode pour vous. C'était vraiment intéressant de donner des exemples concrets de maladies. C'était vraiment intéressant au niveau médical. Oui, tout à fait. Puis elle nous a même fait part de scoop par rapport au futur de la médecine du travail. Donc, c'est vraiment un épisode à écouter. Exact. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Durand-Emery. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir participer à notre podcast de C'est quoi ta spécialité? Merci de m'avoir invitée. C'est super. On aimerait commencer par savoir, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez étudier en médecine? Grande question. Je pense que oui, très tôt, j'ai su que je voulais être médecin parce que pour moi, c'était la chose qui était très concrète en fait. Quand on fait médecine, on sait qu'on va sortir médecin de l'université. Donc ça, c'était très, très important pour moi d'avoir quelque chose de concret. J'avais mes camarades de classe qui voulaient faire des études en commerce. Mais c'était très abstrait pour moi, alors que médecine, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et puis, une fois qu'on a une idée en tête, on va jusqu'au bout. Oui. Donc, je suis là. Donc, vous êtes rentré directement du cégep? Moi, j'ai fait mes études en France, donc il n'y a pas de cégep en France. Nous, on sortait directement du secondaire, en fait. Mais quand on sort du secondaire, on a 17 ans, donc ça doit équivaloir un petit peu au niveau cégep ici. Puis après, on va directement à l'université. Okay. Donc, je suis rentrée à l'université, j'avais 17 ans. Ouais. OK. Puis c'est quand que vous êtes venu au Québec, dans votre parcours, là? Moi, je suis arrivée au Québec il y a 9 ans. OK. Il y a 9 ans, et j'ai commencé à travailler au Québec en juillet 2016, exactement. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi les études qui vous ont mené à la médecine du travail, tout ça que vous avez fait en France, j'imagine? Donc en fait, moi, j'ai commencé médecine il y a très longtemps. Je suis très vieille. En 1991, donc... et en France, le système, c'est vous avez les 6 premières années, c'est des études universitaires en prégradué. Et puis à partir de la 6e année, vous passez un concours qui s'appelle l'internat ou la résidence ici. Puis après, vous partez en résidence. Donc pendant les 6 premières années, vous faites des stages et puis vous faites des études. Puis vous étudiez les différentes matières. Puis à la fin de la 6e année, vous avez ce fameux concours-là. Donc, en fonction de votre classement au concours, qui est un concours national, donc tous les étudiants en médecine de France passent le même concours. Ouais. Et puis, en fonction de votre classement, vous obtenez très bon poste en chirurgie, par exemple, à Paris. Soit vous obtenez... OK, c'est un classement général. C'est un classement national, oui. Aujourd'hui, les classements regroupent les spécialités de médecine, dentiste, sage-femme, pharmacie, me semble. Donc, il y a 4 grandes spécialités qui sont issues du même concours à la première année. Ouais. Et à la fin de la 6e année de médecine, c'est tous les étudiants qui passent, y compris les médecins qui veulent faire de la médecine familiale. Donc, tout le monde passe son concours. Et puis après, en fonction de votre classement, vous êtes dispatché aux 4 coins de la France, dans toute la spécialité qui acceptera de vous prendre. Donc, c'est plus compliqué d'accéder à une spécialité quand on est en France que quand on est au Québec. Ouais. On a un peu moins de choix, on dirait. C'est plus... vous choisissez la spécialité dans laquelle vous voulez aller, puis vous postulez dans la spécialité dans laquelle vous voulez aller. Alors qu'en France, vous ne pouvez pas postuler dans la spécialité. Voilà, vous prenez prenez votre classement. Quoi. Exact. C'est nettement différent d'ici. C'est plus compliqué, on va dire. Oui. Donc là, vous avez commencé dans quelle spécialité?
Moi, jusqu'à la 6e année, je voulais être gynécologue obstétricienne. Et puis j'ai passé le concours et puis j'ai pas réussi à avoir gynécologie parce que ça faisait partie de chirurgie. Puis chirurgie, c'est parti très, très vite. Donc j'ai obtenu la médecine du travail. Je vous dirais pas que c'était un premier choix, ça c'est clair. Mais après... on accepte ce choix-là et puis on fonce et puis on essaye de s'approprier la spécialité dans toutes les phases que ça peut avoir. Donc moi, en fait, j'ai fait mes études, j'étais à Lille, donc vraiment à Lille, dans le nord de la France. Oui. Pour envoyer une carte de France, j'étais dans le nord de la France. Puis je suis partie faire mes études de médecine du travail à Montpellier. Donc prenez une règle, puis vous tracez la France dans toute sa longueur. Et puis je suis partie dans le sud pour étudier la médecine du travail. Ouais. OK. Parce que c'est à seul endroit que ça se donnait? Non, il y en avait partout. Mais Montpellier, c'est bien Montpellier. Vous devriez y aller un jour. C'est super beau Montpellier. C'est la plus vieille université de médecine d'Europe. Donc c'est une très belle ville. Et pour les gens qui nous écoutent, qui font leur médecine ici, est-ce que vous connaissez le parcours typique pour devenir médecin du travail au Québec? Parce que vous avez parlé que vous aviez des étudiants des fois. Alors, pour faire médecine du travail au Québec, jusqu'à maintenant, il fallait soit passer par la médecine interne, donc faire 3 années de médecine interne, et puis après choisir la surspécialité de médecine du travail, donc faire la spécialité de médecine du travail en 5 ans, en passant par la médecine interne. OK. Ou le Collège Royal avait ouvert une autre voie via la santé publique. Où il fallait faire les 5 années de santé publique, passer son examen du Collège Royal de la santé publique et après repostuler en surspécialité en médecine du travail. Okay. Et là, je vous annonce un scoop, parce qu'on a fait, tous les médecins chargés de l'enseignement au Canada ont fait une demande au niveau du Collège Royal. Et le Collège Royal a accepté que la médecine du travail repasse en spécialité primaire. Ah ouais! Donc, en un cursus de 5 ans, indépendant de la médecine interne, indépendant de la santé publique, mais vraiment avec une voie spéciale. Donc, ça va passer en spécialité primaire. Okay. À partir de quand, je ne sais pas, mais on travaille pour formater le programme de spécialité en 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement potentiel-là? Ah, moi, je suis ravie. Oui. Je suis ravie parce qu'apprendre la médecine du travail sur 2 ans, c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses à intégrer, il y a énormément de choses à apprendre qui sont complètement différentes de la médecine traditionnelle. Je veux dire, jamais en médecine on vous apprend à faire de l'hygiène du travail, jamais en médecine on vous apprend à savoir ce que c'est qu'un équipement de protection individuelle, jamais en médecine on vous apprend ce que c'est qu'une fumée de soudage. Donc il y a énormément de choses à apprendre et là en 2 ans c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de pathologies qui sont en lien avec des expositions professionnelles qui ne sont pas renseignées dans le cursus habituel des universités au Québec, puis même ailleurs dans le monde. C'est compliqué. Donc c'est une très bonne chose que ça passe en 5 ans. Ça nous laissera le temps de développer l'enseignement à la hauteur de ce qui doit être, tout en gardant quand même des stages cliniques de médecine pour pouvoir évidemment avoir une base clinique pour tous les médecins qui voudront rentrer dans le programme. Oui. On parle un peu de la médecine du travail, mais est-ce que vous voulez justement nous expliquer un peu c'est quoi? Moi, j'ai vraiment aucune idée. C'est la grande question. Qu'est-ce que ça mange en hiver un médecin du travail? Exact. Alors, un médecin du travail, sa vocation est... en premier lieu, de prévenir les maladies professionnelles. Donc, en fait, on est une des rares spécialités à être préventive avec la santé publique. Donc, on n'est pas dans le soin, on n'est pas dans la thérapeutique, on n'est pas dans le curatif, on est dans le préventif. Donc, à l'heure où le système de santé est complètement exsangue, c'est quand même pas trop mal de penser que si on évite des maladies, ça va quand même aider un peu mieux la population que de les soigner. Donc ça c'est vraiment un des objectifs de la médecine du travail, c'est de faire de la prévention primaire, secondaire, tertiaire des maladies professionnelles. Donc en lien avec les expositions professionnelles, en lien avec les contaminants dans les milieux de travail, en lien avec tout ce qui peut exister comme stresseur ou comme risque dans les milieux de travail. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la spécialité. Mais aussi, on prend en charge des patients qui sont potentiellement malades à cause de leur travail.
Donc, on travaille beaucoup avec les autres spécialités. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas là pour faire le diagnostic de la pathologie. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire un diagnostic de mésothéliome, ou un diagnostic de cancer, ou un diagnostic de néphropathie. Mais nous, on est là pour aider le médecin de la spécialité pour faire le lien avec l'exposition professionnelle. Donc, nous, on est là pour faire le lien, en fait. Et ça travaille où, un médecin du travail? Alors, un médecin du travail, ça travaille à la clinique de médecine du travail. OK. Donc, ça peut travailler en clinique. Donc, moi, je travaille à la clinique de médecine du travail du CHUM, donc qui est reliée à l'Université de Montréal. Donc, on fait des consultations. On reçoit des patients qui nous sont adressés par les médecins de famille, par les oncologues, par les dermatos, par les pneumologues. Et puis, on essaye de voir avec eux en quoi le travail a pu avoir un lien avec la pathologie. Donc, on fait des histoires professionnelles. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, hein, faire des histoires professionnelles, essayer de repérer les expositions, faire un petit peu tout l'historique, hein, à quoi ils ont été exposés, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, est-ce qu'ils avaient de la protection, est-ce qu'on leur a déjà parlé des risques dans leur milieu de travail, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'activité principale de la clinique. On fait également de l'enseignement, on reçoit des résidents, on reçoit des externes, donc on a aussi notre part universitaire au niveau de la clinique. Mais un médecin du travail, ça peut aussi travailler dans les directions de santé publique, dans les unités, dans les départements de santé au travail. Donc là, c'est vraiment le côté préventif exclusif qui se fait dans les directions de santé publique en santé au travail. Donc là, notre travail, c'est d'aller voir dans les établissements, dans les entreprises, ce qui se passe, et puis d'aller faire l'évaluation des risques. Hein. On fait l'évaluation des risques. Alors évidemment, on ne fait pas ça tout seul. Il y a des infirmières, il y a des techniciens en hygiène, il y a des ergonomes qui sont également dans les équipes. Mais comme tout médecin, on ne travaille pas tout seul. En chirurgie, on travaille au bloc avec toute une équipe aussi. Donc on travaille vraiment avec nos équipes, et puis on va aller faire des diagnostics dans les établissements de ce qui va ou de ce qui ne va pas, et puis on va faire des prescriptions, des recommandations pour corriger les situations. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier en santé au travail, faire de l'évaluation dans les établissements. Alors là, il y a une réforme de la loi santé-sécurité au travail, hein, qui a eu lieu 2021, il me semble. Donc une réforme de la loi qui révise en fait les prérogatives des directions de santé publique par rapport à ça, et puis qui essaye de remettre un peu le bébé dans les mains des employeurs en leur disant que effectivement c'est vos risques, mais c'est à vous de les prendre en charge aussi. Donc en fait là, ce qui se profile avec la nouvelle loi, c'est qu'on va être en soutien des employeurs, en soutien des établissements pour les aider à déterminer les risques qui sont présents dans les milieux de travail. Donc on aura un rôle conseil, mais avec toujours un rôle d'évaluation aussi des risques, mais peut-être de façon moins légale, mais plus sur la volonté des employeurs. Donc, on aura de l'ouvrage pareil, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des risques professionnels. Donc, il y a des choses qui se développent. Ça change. Il faut pas de changement, pas d'agrément, c'est ce qu'on dit. Donc, on va avoir nos activités qui vont changer, mais à nous de nous approprier aussi les nouvelles modalités et puis d'accompagner au mieux les entreprises. Donc ça, c'est vraiment une activité des médecins du travail dans les directions de santé publique. On s'occupe aussi du programme Maternité sans danger. Est-ce que vous connaissez le programme Maternité sans danger? Non, pas du tout. Vous allez le connaître. C'est un programme qui vise à protéger la travailleuse enceinte. Donc en fait, c'est un programme issu de la CNESST. CNESST est un grand partenaire. J'imagine que vous travaillez beaucoup avec la CNESST. Oui. C'est notre mandataire, la CNESST. Okay. Donc, en fait, on reçoit un mandat de la CNESST pour s'occuper de tout ce qui est risque d'atteinte à la santé. OK. Donc, en fait, on travaille en étroite collaboration avec la CNESST. C'est eux qui nous donnent un peu nos orientations. Mais c'est à double sens. Hein. On travaille avec eux, ils travaillent avec nous. Donc, c'est vraiment un partenariat qui n'existe qu'en santé au travail, en fait. Effectivement. Et vous parlez de protéger les femmes enceintes qui travaillent? Donc, le programme Maternité sans danger, c'est un programme qui vise à évaluer les risques dans les milieux de travail, puis voir s'il y a des risques possibles pour les enfants à naître. Donc, ça, c'est un programme qui est à l'intérieur des directions de santé publique. Ouais. Et vous avez parlé de prévention primaire ou de maladies primaires, secondaires et tertiaires. Qu'est-ce que vous entendez par ça? La prévention primaire, c'est de dépister les risques avant
avant qu'il y ait des atteintes à la santé. OK. Donc, c'est faire en sorte qu'on réduise tous les risques. Enfin, tous les risques. On est ambitieux quand on dit ça. Qu'on réduise les risques à la source pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à la santé. OK. Prévention secondaire, c'est quand on a échoué en prévention primaire et que les risques ont provoqué des atteintes à la santé qui peuvent être réversibles. Donc, on les corrige OK. et puis on fait en sorte que l'état de santé ne s'aggrave pas. Mhm. Puis en prévention tertiaire, c'est plus pour éviter que d'autres personnes ne soient atteintes. Et puis c'est pour essayer de limiter encore plus les dégâts. Mais prévention tertiaire, il y a quand même une atteinte à la santé du travailleur. Donc faire en sorte qu'il ne soit pas réexposé, que son état de santé ne s'aggrave pas, qu'on essaye de faire en sorte qu'il garde son emploi aussi. Donc c'est toutes sortes d'adaptations en fonction des différentes situations dans les milieux de travail. Ça doit être très varié. J'imagine que vous apprenez à propos de plein de différentes compagnies, puis qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien aussi. C'est très, très varié. Ça va de la shop de soudage à l'abattoir, à la ferme. Enfin, c'est des domaines extrêmement variés. C'est pour ça qu'il faut avoir extrêmement de polyvalence, on va dire, quand on est médecin du travail, parce qu'il faut avoir des connaissances en ergonomie, en hygiène, en psychiatrie, en psychologie, en dermatologie, en toxicologie. Enfin, c'est vraiment une spécialité qui vient aller chercher beaucoup de compétences et beaucoup de diversité, et beaucoup de pluridisciplinarité. Donc, c'est vraiment... faut être curieux. Faut être curieux, puis il faut avoir aussi la curiosité d'aller regarder la polyvalence des tâches qu'on peut avoir aussi. Pouvez-vous donner des exemples de pathologies que vous voyez fréquemment ou Alors, à la clinique, on reçoit beaucoup de mésothéliomes, malheureusement. C'est quoi des mésothéliomes? Les mésothéliums, c'est des cancers c'est des cancers de la plèvre. OK. Cancers de la plèvre qui sont, pour la majorité, dus à une exposition à l'amiante. OK. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec les oncologues qui nous adressent les patients atteints de mésothéliome pour voir si on ne peut pas, à défaut de les guérir ou à défaut de les soigner, voir si on ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle. Nous, on n'est pas dans le soin. On laisse ça vraiment aux oncologues, mais nous, on est là vraiment pour faire reconnaître les gens en tant que victimes de leur travail et puis de les aider dans les démarches de reconnaissance au niveau de la CNESST. Donc, on voit mésothéliome, on peut voir des intoxications aux solvants. Les solvants, ça entraîne des problèmes neurocognitifs, des perte de mémoire, des migraines, tout ça. Donc ça, on en voit aussi beaucoup. Intoxication au plomb. Les gens qui ont des plombémies qui sont relativement élevées, alors qu'ils travaillent soit dans la soudure, soit ils travaillent dans les salles de tir, soit ils travaillent dans des environnements où il y a du plomb. On peut voir des asthmes professionnels, classiques, à la farine, ou à d'autres. À la farine, oui. Ouais. Ça se passe comment, un asthme à la farine? Ça se passe comment, un asthme à la farine? Oui. De prime abord, la personne est en contact avec la farine, donc soit dans la boulangerie, dans tout ce qui peut être en lien avec la pizzaiolo ou whatever, des gens qui utilisent la farine. En fait, un asthme professionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un asthme professionnel, c'est un asthme qui se déclenche tardivement. Okay. Ouais. Donc, dès que vous avez un travailleur qui commence à avoir un asthme, 30, 35 ans, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il fait dans son milieu de travail. Intéressant. Puis après, il faut être curieux. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous faites de la farine. Ah, et puis les asthmes. Je tousse quand je suis au travail. Puis quand je suis en vacances, je tousse moins. Et puis je tousse plus à la fin de ma journée de travail qu'au début. Donc, toutes ces questions-là, il faut... Je dis, pour être médecin du travail, il faut être curieux. Il faut aller chercher. Chose qu'on n'apprend pas forcément dans les études médicales, d'aller questionner les patients sur leur travail. Parce que c'est pas dans les pratiques courantes. Ça prend un petit peu de temps de faire des questionnaires d'histoire professionnelle. Donc, c'est vrai que moi, beaucoup d'étudiants m'ont dit, mais là, on a juste 15 minutes là, pour voir le patient. Là, on n'a pas trop le temps. Des fois, ça vaut la peine de prendre un peu le temps puis d'être curieux parce que ça peut venir débloquer certaines situations, certains cas cliniques où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Donc, c'est intéressant. Oui, certainement. Et les blessures musculo-squelettiques, est-ce que vous en voyez beaucoup?
Alors, c'est pas ma spécialité, à moi, l'électromusculo-squelettique, mais on voit des tunnels carpiens, on voit effectivement des épaules, hein, des coiffes des rotateurs, des ruptures de coiffe des rotateurs, des choses comme ça, dues à des mécanismes d'hypersollicitation chez les gens qui ont beaucoup d'efforts de levage ou d'efforts de maintien des épaules, des choses comme ça. Donc, oui, il y en a aussi. OK. Des lombalgies, c'est vraiment ça qui est intéressant en médecine du travail, c'est que ça touche un domaine de la médecine qui est extrêmement varié. Je veux dire, Puis ça touche tout le monde, étant donné que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, c'est ça. Ça touche tout le monde. C'est quoi les sous-spécialités de la médecine du travail? Les sous-spécialités. Dans le sens que là, vous avez dit que c'est pas votre domaine, par exemple. Après on a chacun nos dadas, on va dire ça comme ça. Moi, je me suis spécialisée en allergologie. OK. Donc, quand j'ai fait mes études en France, j'ai fait un diplôme d'allergologie, donc les asthmes professionnels, la dermato-professionnelle. Moi, j'aime beaucoup ça. OK. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec Dr Bessner du CHUM, qui est dermatologue, qui a une spécialité en pathologie professionnelle dermatologique. Donc, on collabore beaucoup ensemble. Et moi, j'ai fait aussi la dictologie, donc toxicomanie. OK. Parce que là, c'est aussi un autre enjeu avec la légalisation du cannabis et tout ça. Dans les entreprises, ça rentre aussi. Donc, il y a quand même des postes à risque. Donc, c'est un enjeu aussi qui n'est pas encore très évident pour les entreprises, mais on commence à avoir des demandes aussi, des inquiétudes de la part d'employeurs par rapport à certains types de métiers qui sont plus à risque que d'autres. Hein. Quand vous avez des grandes scies et des choses comme ça, peut-être mieux être plus alerte que moi. Mais donc moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ces deux spécialités-là. J'ai aussi eu un intérêt en France beaucoup pour les risques psychosociaux. Donc, je me suis formée là-dessus aussi. Donc, ça, c'est mes champs de compétences, on va dire, si tant est qu'il y en ait. Moi, j'ai des collègues qui sont plus dans l'ergonomie, j'ai des collègues qui sont plus dans la maladie infectieuse. Donc, on est complémentaires. Même entre nous, on est complémentaires. Donc, c'est intéressant. Il y a possibilité de se spécialiser, il y a possibilité d'avoir un intérêt dans un domaine. Mais c'est ça qui est intéressant. Et avec tout ça, pour vous, une semaine typique, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous faites de la clinique, ensuite vous allez visiter un milieu de travail? Ça ressemble à quoi une semaine typique? Alors actuellement, ma semaine typique, c'est lundi, je suis au CHUM. Oui. Donc je suis au CHUM, je vois des patients et puis je fais mes notes. Ça me prend énormément de temps parce que faire des notes pour une enquête professionnelle, ça prend du temps. Puis après, il y a du temps de recherche aussi pour savoir les revues de la littérature sur les pathologies en lien. Parce qu'on ne sait pas tout, hein, on va chercher aussi. On se met au goût du jour à chaque fois qu'on a un nouveau patient. Puis le reste de la semaine, je suis à la direction de santé publique. Donc là, c'est vraiment accompagnement des équipes dans les recommandations aux établissements. On fait de la surveillance médicale. Hein. On prescrit des audiogrammes, on prescrit des radios de thorax, on prescrit des bilans en fonction de l'exposition des travailleurs. Et puis après, on regarde s'il y a matière ou pas à creuser un petit peu plus. On fait le programme maternité sans danger. Puis on fait aussi les maladies à déclaration obligatoire parce qu'en santé au travail, on reçoit aussi les fameuses MADO. Oui. Les MADO qui ne sont pas toutes liées au milieu de travail, non, mais il y en a certaines qui sont plus reliées au milieu de travail. Donc les intoxications au monoxyde de carbone, les intoxications à divers gaz, à divers solvants. Ouais, c'est des maladies à déclaration obligatoire. Ah ouais. Ouais. Je savais pas. Vous n'êtes pas la seule à pas savoir. C'est ça le problème, c'est que vous n'êtes pas les seuls à pas le savoir. Mais oui, c'est des maladies à déclaration obligatoire qui doivent être déclarées à la direction de santé publique pour qu'il y ait une prise en charge et puis un contrôle de la source surtout parce que... Pour que les employeurs changent le milieu de travail. Par exemple, si vous avez un engin qui produit du monoxyde de carbone, il vaut mieux qu'on le sache pour aller l'arrêter quand même. Et puis faire des recommandations, parce que souvent les employeurs, ils ont une méconnaissance complète du risque en fait. Quand on leur dit, mais là, vous avez ça, donc il y a aussi cette vocation de pédagogie pour les employeurs et les travailleurs sur la prise en considération du risque et puis la reconnaissance et puis les moyens pour corriger. Et donc c'est tout un champ de compétences qu'il faut avoir. Oui. Est-ce que les relations des fois avec les employeurs sont un peu plus difficiles quand vous devez leur demander de faire des changements dans leurs outils de travail ou les gens sont quand même réceptifs?
Alors, dans la majorité des cas, les gens sont réceptifs, Oui. parce qu'on n'y va pas avec un bâton. On y va pour les aider, pour les accompagner, pour leur faire comprendre que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, parce qu'il y a une loi qui est là, la loi de santé et sécurité au travail, elle est là et elle existe. Donc, et puis s'ils ne la respectent pas, après, c'est pas nous, ça va être la CNESST qui va venir leur dire qu'il faut qu'ils le fassent avec peut-être d'autres moyens plus contraignants. Donc d'habitude, non, on est bien reçus, puis on arrive à communiquer, et puis il y a de la compréhension, il y a de la bonne volonté de façon générale de la part des employeurs. Ouais. Comment vous choisissez quels établissements que vous allez visiter? On ne sait pas nécessairement que dans tel bâtiment, il y a de l'amiante, mais il faut quand même en visiter. Comment ça fonctionne? Alors, c'est pas forcément nous qui choisissons, parce que tous les secteurs, le secteur industriel sont répartis en 6 groupes, en fait. Donc, il y a les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des groupes comment on peut appeler ça? Des groupes de secteurs, en fait. Donc, le secteur 1, c'est 1, 2, 3 dans lesquels on a une obligation de travailler. C'est construction, transformation, les métaux, les mines-carrières, l'administration, on a. Mais tout ce qui est industrie de transformation, ça, c'est vraiment les endroits où on est obligé d'aller. Et puis après, il y a les 4, 5, 6 où jusqu'à présent, on n'était pas obligé d'aller. Donc, qui étaient plus les services, la santé, l'éducation, le commerce. Donc, ça, c'était des secteurs dans lesquels on n'était pas obligé d'aller. Donc, en fait, en fonction des secteurs 1, 2, 3, la CNESST nous envoie une liste d'établissements qui ouvrent, qui ferment. Et en fonction de ça, on doit s'assurer que ces gens-là, ils ont eu au moins une visite pour pouvoir évaluer, puis discuter avec eux, puis leur faire un petit coucou en leur disant « On est là, on peut vous aider. » Donc, puis en fonction du nombre de travailleurs aussi, donc ça, c'est des critères qui rentrent en ligne de compte pour savoir quelles sont les entreprises à prioriser. Après, nous, on connaît aussi les secteurs d'activité, on sait les secteurs où il y a plus de risques, moins de risques, on sait un peu les contaminants qui existent dans tel ou tel secteur. C'est quand même notre travail. Donc, en fonction du type d'entreprise, on va les prioriser et puis on va aller les voir. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre spécialité un petit peu au niveau psychosocial. C'est quoi que vous faites avec les entreprises ou en tout cas les gens au niveau psychosocial? Alors ça, c'est un nouveau risque qui a été inscrit dans la loi, là, sur lequel les employeurs doivent travailler. Donc, nous, en fait, en tant que spécialiste de la prévention des maladies professionnelles, on est chargé de faire de la sensibilisation auprès des employeurs. Donc, on a dans nos équipes des gens qui sont spécialisés en risques psychosociaux. Donc, et la priorité, c'est surtout d'aller faire de la sensibilisation, d'expliquer aux gens ce que c'est. Et puis de les aider à mettre en place des programmes de prévention, puis des programmes d'aide à l'identification des risques. Donc ça, c'est vraiment une des nouvelles missions qui nous incombe depuis la nouvelle loi qui est passée, là, la loi 27, qui demande à ce que les employeurs prennent en considération les risques psychosociaux. Donc c'est sûr que au niveau prévention, on est là pour répondre aux questions et pour les aider à mettre en place ces programmes-là. Puis au niveau de la clinique, on reçoit des gens qui ne vont pas bien. C'est l'autre côté de la médaille. Ouais. Et vous avez nommé la loi 27, puis plutôt vous avez nommé une autre loi. Est-ce que vous devez connaître beaucoup de lois en tant que médecin du travail? C'est très, très légal, la médecine du travail. C'est très médico-légal parce que la reconnaissance des maladies professionnelles pour les travailleurs, c'est inscrit dans la loi sur les accidents de travail maladies professionnelles, qui est la loi 27. Donc, c'est faire respecter la loi telle qu'elle est écrite pour que les travailleurs puissent être dans leurs droits et pouvoir bénéficier de... C'est très médico-légal, la médecine du travail. Est-ce que vous devez témoigner en cours, des fois? Alors, pas en cours, mais au tribunal administratif du travail. On peut accompagner nos travailleurs, nos patients dans leur démarche de réclamation. À date, on peut être appelé, comme expert au niveau du tribunal administratif. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc j'évite. C'est jamais agréable, ce genre de choses, même si c'est pour le bien de votre patient. L'objectif, c'est de monter un bon dossier médical pour aider votre patient, de faire en sorte qu'il puisse argumenter sans avoir besoin qu'on vienne
Mais oui, j'ai des confrères à qui c'est arrivé d'aller au tribunal administratif. Ouais. OK. Oui, c'est très médico-légal. Ouais. Tellement d'aspects qu'on connaît pas de la médecine du travail. C'est vraiment intéressant. Ouais. Vous avez parlé tantôt un peu de curiosité, là, quelque chose que ça prend pour aller en médecine du travail. Est-ce que vous avez d'autres aspects d'une personnalité que quelqu'un devrait avoir pour aller vers cette spécialité-là? Il faut pas avoir envie de soigner les gens, ça c'est sûr, parce qu'il faut faire son deuil. Non, mais il faut faire son deuil de la relation soignant-soigné telle qu'on peut la connaître dans les études médicales. Hein. C'est sûr qu'on va pas guérir les gens d'un cancer ou d'une hernie donc ça il faut faire son deuil là-dessus. Par contre, on est là pour les accompagner dans une souffrance quelque part, hein, dire quand vous n'êtes pas bien, puis c'est peut-être votre métier ou votre exposition professionnelle, il faut accompagner aussi le travailleur pour lui expliquer ce qu'il doit faire, pour lui expliquer c'est quoi la relation, pour lui expliquer que il n'a pas à partir de son métier, comme de son travail comme ça. En claquant la porte en disant je démissionne parce que voilà, non, il y a des lois, il y a des règles, il y a de la protection. Donc ça, les travailleurs ne sont pas forcément au courant qui peuvent être protégés par rapport à ça. Donc nous, on est là aussi pour les accompagner dans ces démarches-là et puis pour qu'ils soient reconnus. Si nous, on estime, parce que c'est pas nous qui décidons, hein, c'est la CNESST, mais si nous, on estime que médicalement, il y a une raison de faire une réclamation, il faut qu'on les accompagne jusqu'au bout. Oui. Puis l'objectif, c'est aussi que les gens gardent leur travail. Après, il faut faire des aménagements, il faut demander soit des changements de poste ou des aménagements de poste ou des aides à la manutention si les gens ont des problèmes musculo-squelettiques. Enfin, on est là aussi pour faire des recommandations, pour pouvoir aménager, pour que les gens puissent garder leur travail. Ça, c'est aussi important. Hein. Le maintien dans l'emploi, c'est primordial. Hein. Puis, ça fait partie des déterminants de la santé, le travail. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important. C'est quoi que vous préférez de votre travail? Qu'est-ce que je préfère de mon travail? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des journées je sais pas, des choses au quotidien que vous faites, puis comme ça, c'est quelque chose que vous appréciez vraiment dans la semaine, ou en général, vous aimez juste toujours travailler, surtout? Moi, ce que j'aime, c'est la relation médecin avec les travailleurs. Hein, c'est quelque part une relation médecin-patient, mais il n'y a pas c'est une relation médecin-patient, mais c'est pas. On n'est pas dans la prescription de traitement. Donc nous, on a le temps. Moi, c'est ça que j'apprécie, c'est de prendre le temps avec mes patients. Oui. Parce qu'on n'est pas à faire un patient tous les quarts d'heure, là, comme dans d'autres spécialités, malheureusement, où le temps est compté, mais nous, on peut prendre le temps avec nos patients, puis on peut les écouter parce qu'ils n'ont pas souvent de lieu pour parler de leur métier, pour parler de leur souffrance, pour parler de leur... Donc ça, c'est important. Je ne fais pas du quantitatif, moi, je fais du qualitatif. Donc ça, c'est important. Ouais. Et puis comme on a une connaissance particulière du milieu de travail, genre les patients, quand ils viennent nous voir et qu'ils nous expliquent ce qu'ils font, ils disent vous comprenez ce que je vous dis quand je dis que je fais de la CNC, que je fais tel soudage. Oui, mais c'est parce que nous, c'est notre formation, c'est notre compétence. Donc oui, effectivement, il y a ce lien aussi on est reconnu aussi comme des sachants ou des experts aussi quelque part du milieu. Donc ça, c'est extrêmement... c'est extrêmement important. Et puis moi, ce que j'aime, c'est surtout quand les patients ils viennent me dire que on a apporté quelque chose dans leur vie aussi. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est un make my day, comme on dit. Hein. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est qu'un patient il vienne nous voir et puis dise merci, vous m'avez bien aidé. Donc ça, puis au final, le travail, c'est 35-40 heures de la vie des gens. Donc c'est super important que les gens se sentent en santé là-dedans. Là. Puis ça fait partie aussi des besoins de base, hein, d'être en sécurité dans son travail et puis de pouvoir travailler de façon sereine avec des bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc, Alors, on essaye de contribuer à ça. Hein. Je ne vous dis pas qu'on va arriver parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est compliqué. Il faut avoir la foi parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Hein. Je crois qu'on est 80 médecins du travail au Canada.
OK. Ouais. Wow. On Donc, est chanceuse de vous avoir aujourd'hui. Au Québec, on doit être une vingtaine de médecins spécialistes en médecine du travail, donc c'est vraiment pas beaucoup pour l'ampleur du. Bon, évidemment, on travaille pas. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. Il y a des omnipraticiens aussi qui font ça. Il y a des médecins de santé publique qui sont aussi en santé au travail. Donc, on n'est pas tout seul à faire tout ça, mais il y a un travail colossal pour contaminer le monde médical avec les risques professionnels. C'est pas évident. C'est pas évident. Les spécialités, c'est difficile à les convaincre. Mais est-ce que vous avez posé la question sur le travail? Oui, mais non. Enfin, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. On se heurte vraiment à des convictions qui sont difficiles à... Mais on en a la foi. On va y arriver. On va y arriver. Tantôt, vous avez dit que vous travaillez, de ce que j'ai compris, là, du lundi comme au vendredi. Est-ce que c'est toujours comme ça? Comme ça ressemble à quoi l'horaire d'un médecin du travail, puis la qualité de vie à travers tout ça? Les horaires, c'est des horaires classiques. Je veux dire, pas dire des horaires de bureau parce que ça va faire jaser, mais quand on travaille dans les directions de santé publique, on travaille, c'est du 8h, 17h. OK. À la clinique, c'est nous aura de consultations de clinique externe. Puis vous terminez quand vous avez envie de terminer. Donc, si vous n'avez pas fini vos dossiers, vous les terminez quand vous les avez terminés. Il n'y a pas actuellement de garde en médecine du travail. Quand vous êtes dans les directions de santé publique, vous pouvez être amené à faire des gardes de santé publique. Mais il n'y a pas de garde en médecine du travail. Donc voilà, ça reste assez... Ça reste assez conciliable, vie professionnelle. Avec une vie familiale. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est important à considérer aussi. Mais c'est... il y a des beaux challenges. Oui. Il y a des beaux challenges. On passerait maintenant à une section un peu plus... on va vous poser des questions, puis ça va être comme un peu ça ou ça. Puis vous nous dites... c'est ça, vous nous répondez du mieux que vous pouvez. C'est bon? Fait qu'on va commencer. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus de travail pour vous depuis que le télétravail est plus présent ou moins de travail pour vous? Le télétravail pour les travailleurs ou le télétravail pour nous? Oui, pour les travailleurs. Oui, Pour les travailleurs. Le télétravail, il n'a pas eu forcément d'impact sur nos activités à nous. OK. Non. Maintenant, on n'est pas allé faire une étude sur l'augmentation des risques psychosociaux, l'augmentation de la souffrance individuelle, l'augmentation de la charge de travail. Oui. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été évaluées. Mais on sait que le télétravail a eu un impact sur... et le confinement a eu un impact sur les violences et des choses comme ça. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Maintenant, on n'a pas mesuré est-ce que le télétravail a eu des impacts sur les troubles musculo-squelettiques, parce que quand on est en télétravail chez soi, on n'a pas forcément un aménagement ergonomique qui est optimal. On travaille peut-être sur le sofa. C'est ça, ou sur sa chaise de cuisine, qui n'est pas forcément une bonne façon de travailler. Puis on travaille beaucoup sur des portables. Un portable, c'est pas fait pour travailler à un bureau. Donc, il y a toute une question d'ergonomie avec le télétravail qui doit être creusée. Il y a toute une question de porosité des temps de travail aussi, parce que quand on est en télétravail, ça ne veut pas dire qu'on est corvéable à merci puis qu'on doit répondre au téléphone, y compris le week-end. Donc, il y a plein de choses à évaluer sur l'impact du télétravail, oui. C'est quoi dans la semaine, comme vos journées préférées? Est-ce que c'est quand vous êtes plus en clinique ou les 4 autres journées de... Mon 20%, vous savez que pour être heureux dans la vie, il faut avoir 20% de... 20% de choses qui nous font plaisir et ça fait supporter les 80% autres. Mais c'est vrai, je demanderai au psychiatre, c'est vrai. Oui, non, c'est le lundi, oui. C'est Ouais. Ça ne vaut pas le dire à ma directrice. Non, elle le sait, ma directrice de santé publique. Mais oui, c'est quand je suis avec les patients. Moi, je suis sur mon X, là, c'est sûr. C'est sûr. Si vous aviez à investir dans un programme, est-ce que vous investiriez dans un programme de bien-être ou d'équipement de sécurité, par exemple? Est-ce que c'est incompatible? Là est la question. C'est ça? Est-ce que c'est quoi le bien-être? Est-ce que c'est de la prévention des risques psychosociaux? Est-ce que c'est faire en sorte que la qualité de vie au travail soit correcte pour tout le monde et que tout le monde soit heureux d'aller travailler?
Au niveau des équipements, de toute façon, il y a une obligation pour les employeurs de les avoir. Donc ça, c'est pas trop... Nous, on n'a pas trop à faire d'efforts là-dessus parce il y a une réglementation là-dessus. Donc c'est sûr que si on devait s'investir, ça serait... Moi, j'irais plus sur l'organisation du travail et la prévention des risques psychosociaux. Oui, ça, c'est sûr. C'est plus féminin aussi comme thématique. Qu'est-ce que vous voyez le plus, des pathologies liées à des produits chimiques ou des pathologies liées à du travail physique? Moi, je vous dirais plus des produits chimiques parce que travail physique, c'est pas moi qui les vois. Moi, je suis plus sur la toxico, sur intoxication aux métaux, au arsenic, cadmium, tout ce qu'on peut trouver comme cochonnerie dans les milieux de travail. Silice, amiante, même bruit, même on voit beaucoup de problématiques en lien avec le bruit dans les milieux de travail. Donc, c'est plus dans ce type de... Est-ce que des protecteurs à oreilles, ça fonctionne bien pour... S'ils sont bien portés et puis qu'il y a la bonne atténuation du bruit, oui. OK. C'est l'objectif. Je veux dire, c'est sûr que nous, on n'est pas dans le domaine des médicaments, mais on est dans le domaine des équipements de protection. Exact. Donc, nous, on est bon dans les gants, les masques, les protecteurs auditifs. Donc, oui, il y a toute une gamme d'équipements de protection qui sont à évaluer et puis à prescrire en fonction du type de risque. C'est comme les masques. Je veux dire, c'est pas un one size fit all. Il y a des cartouches qui sont adaptées en fonction du type de polluant que vous avez, auquel vous êtes exposé. Donc, oui, il y a toute une connaissance aussi en matière de protection, d'équipements de protection qui doit être aussi acquise, parce que il faut être crédible auprès des employeurs quand on lui recommande quelque chose aussi. Donc, c'est pas des médicaments qu'on prescrit, non. Mais c'est nos médicaments à nous. C'est intéressant. En terminant, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à votre spécialité pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Qu'on ait beaucoup de résidents qui vont rentrer dans le programme pour pouvoir nous aider. Parce que là, je vous avouerai qu'on n'est pas beaucoup et qu'il faut qu'on s'occupe du développement de la spécialité, de l'enseignement, du prégradué, des résidents. Donc ça revient toujours un peu sur les mêmes épaules des gens. Donc ça, c'est sûr qu'on aimerait. On aimerait qu'il y ait des résidents qui viennent. On aimerait que les autorités ministérielles reconnaissent l'utilité publique de la médecine du travail. On aimerait avoir des postes de PEM en médecine du travail parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas. Donc là, on a réussi à avoir 4 PEM vraiment spécifiques. C'est quoi des PEM? 4 postes au plan des effectifs médicaux. OK. Ah, c'est ça. Ouais. C'est le plan des effectifs médicaux. Donc, on a réussi à avoir 4 postes au CHUM spécifiques pour la médecine du travail. Jusqu'à présent, on était poolé avec la santé publique. Donc là, on aimerait vraiment avoir un PEM spécifique pour la médecine du travail, non seulement dans les régions, dans les hôpitaux universitaires, pour pouvoir avoir des vraies consultations de pathologie professionnelle qui desservent l'ensemble de la population québécoise, mais aussi au niveau des régions, pour pouvoir effectivement avoir cette expertise qui soit reconnue au niveau aussi des directions de santé publique. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et puis qu'on soit reconnu comme des spécialistes aussi, parce qu'on est des spécialistes, ça c'est clair, mais qu'on soit reconnu par les pairs comme des spécialistes des expositions professionnelles. Donc ça, c'est aussi important. On y travaille. Moi, je travaille beaucoup avec la FMSQ là-dessus. Donc, on essaye de faire des formations, des webinaires, des articles pour essayer de sensibiliser les autres spécialités à notre existence. Et même les futurs étudiants qui peuvent potentiellement se diriger vers cette spécialité. Tout à fait. Mais il faut garder, ça ne va pas être fait du jour au lendemain, ça ne va pas être fait rapidement, mais il faut qu'on soit persévérant. Super. Qu'on soit persévérant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, c'était super intéressant. Oui, vraiment.